Bonjour à vous tous et toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette webconférence spéciale CRPE qui est organisée par les éditions Nathan. Le sujet de ce soir est l'épreuve orale de leçons de mathématiques. Et pour parler avec vous de cette épreuve, nous avons donc d'admission, nous avons avec nous nos deux auteurs Nathan de l'ouvrage, Claude Gégaden et Daniel Moto, que je remercie de s'être rendu disponible cette webconférence. Je vois que le nombre de participants continue d'augmenter au fur et à mesure. Je rappelle que vous aurez le replay que vous pourrez donc regarder pour regarder à nouveau la webconférence. Et je vous indique aussi que tout au long de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes. S'il y en a quelques-unes auxquelles on n'a pas pu répondre, qui étaient vraiment fondamentales, je demanderai à Claude et Daniel gentiment de répondre sur léa.fr brièvement dans les jours qui suivent, mais on va essayer de traiter au mieux. Donc, pour démarrer cette webconférence, j'invite nos auteurs Claude et Daniel à se présenter et je passe la parole en premier à Claude. Bonsoir Claude Gégaden. Bonsoir à tous et à toutes. Claude Gégaden, donc j'ai été instituteur d'abord, puis professeur des écoles, directeur d'école aussi, et puis surtout pendant une bonne quinzaine d'années, ce qu'on appelle les maîtres formateurs. Hein, c'est-à-dire une spécialisation du corps des professeurs des écoles, qui ont une mission de formation initiale pour les professeurs des écoles stagiaires et qui gardent un pied encore à l'école parce qu'on conserve une classe, hein, mais par contre on travaille aussi beaucoup avec les professeurs d'INSPE et c'est comme ça que j'ai été amené bien sûr à travailler en collaboration avec Daniel Moto. Daniel. Eh bien, moi, je suis professeur de mathématiques, donc qui a été en poste dans les IUFM, puis dans les SP, pour la formation des professeurs des écoles, formation au concours et formation au métier. Et puis, j'ai été aussi, donc, au sein de l'Université de Bretagne Sud, responsable de la formation des professeurs de lycée et collège. Voilà. Euh, Globalement, une partie de mon parcours. Merci Claude et Daniel pour cette présentation. Je vais lancer la présentation. Vous me direz, Claude et Daniel, si le document s'affiche sur vos écrans, ce sera signe que c'est bon. Est-ce qu'il s'affiche ou pas? Est-ce que Absolument. vous voyez? Parfait. Donc, je vais vous rappeler, vous auditeurs, rapidement le principe de cette webconférence. Nous allons être sur deux grands temps. Dans le premier temps, c'est Claude et Daniel qui vont intervenir. Dans un deuxième temps, il y aura cet échange sous forme de questions. Questions que vous pouvez commencer à poser dès à présent. Vous pourrez continuer de les poser tout au long de l'intervention de Claude et Daniel. Et c'est moi qui modérerai ces questions et les poserai en votre nom à Claude et Daniel. Pour cette première partie d'intervention, elle va elle-même se découper en deux temps. On va d'abord brièvement, mais ça nous paraissait important, vous rappeler les attendus. Que disent les textes officiels sur cette épreuve orale de leçon. Et dans un deuxième temps, nous allons travailler sur un cas pratique. Alors, nous vous avions informé du fait que nous avons mis en ligne gratuitement sur notre portail léa.fr un cas pratique pour que vous puissiez vous entraîner et partager ensuite avec nos auteurs la correction et voir là où vous avez été juste, là où vous pouvez encore améliorer certains points. Si vous n'avez pas eu le temps de consulter le cas pratique, il restera disponible sur léa.fr, donc vous pourrez continuer de le consulter à l'issue de cette webconférence et puis du coup avec le replay, quand vous serez entraîné, vérifiez avec le corrigé que vous étiez dans le vrai et que vous aviez apporté les bonnes réponses. Ceci étant dit, nous poursuivons et donc je laisse tout de suite la parole à Claude et à Daniel pour nous présenter les attendus de cette épreuve. Ok. Attendu et déroulement. On va faire une petite introduction aussi autour de comment ça va se passer concrètement cet oral.
on a des informations, mais elles ne sont pas forcément tout à fait claires du point de vue du déroulement. Ce qu'on sait, c'est donc que vous allez avoir à choisir 2 sujets. Vous aurez donc un sujet de maths et un sujet de français, donc des préparations de leçons, que vous allez avoir 2 heures de préparation et qu'à l'issue de ces 2 heures, vous allez donc exposer votre travail de préparation, de conception et d'animation d'une séance. Il est écrit dans les textes que vous aurez à exposer successivement une leçon de français et une leçon de maths, mais on ne sait pas si ce sera forcément pour tous les jurys dans cet ordre-là, le français d'abord, puis les maths, ou si finalement c'est la décision du jury, l'ordre de passage. Pour vous, ça peut avoir une incidence parce que dans votre temps de préparation, qu'allez-vous choisir comme stratégie? Est-ce que vous allez commencer par le français? Est-ce que vous allez commencer par les maths pour préparer votre exposé et vos séances? Si vous commencez, admettons que ce soit français puis maths, si vous commencez dans le même ordre, vous préparez le français puis ensuite vous préparez les maths, quand vous allez exposer, vous serez à distance un peu de votre préparation, puisque quand vous commencerez à exposer votre séance de français, ça fera 1 heure que vous l'aurez terminée. Quand vous commencerez à exposer votre séance de maths, ça fera 1 heure aussi, ou un peu moins, que vous l'aurez terminée. Donc, il y a peut-être une stratégie déjà là à réfléchir. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire, si on commence par le français, je préparerai le français en dernier, de façon à entrer dans la préparation de séance et la présentation orale avec quelque chose que j'ai pleinement en tête. Bon. Et puis, quand arriveront les maths, eh bien, il faudra reprendre vos fiches et puis vous remettre dans une autre discipline. Donc ça, c'est déjà une première décision qui vous appartient et qui va dépendre de votre parcours, qui va dépendre de vos affinités avec les matières, plus à l'aise en français, plus à l'aise en maths, etc. Mais sachez que c'est un choix et que peut-être il y en a un qui est plus judicieux que l'autre. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Ce sur quoi il faut bien insister, c'est sur le fait que votre travail, il y a 2 registres dans votre travail. Il y a préparer une séance, donc ça c'est un geste professionnel que vous devez, sur lequel vous devez vous être entraîné tout au long de l'année, apprendre à préparer des séances en maths et en français. C'est un certain registre de compétences, mais il y a aussi un autre registre de compétences, c'est la capacité à exposer votre travail. Vous allez devoir entrer en communication avec le jury de la façon la plus agréable possible pour lui, pour vous, etc. Donc, c'est aussi à penser. Votre exposé devra être clair, structuré, vivant, témoigner de la meilleure connaissance du métier possible, de la classe et des élèves. Bon, donc pensez-y dans votre temps de préparation, pensez à la fois à votre préparation de séance, mais pensez aussi à la façon dont vous allez communiquer avec le jury sur certains points qui vous paraissent cruciaux. Voilà, ça c'est la première chose pour la préparation. La préparation elle-même de la séance devra prendre en compte 2 registres. Le registre didactique et le registre pédagogique. Donc, on y reviendra sur le cas particulier ou pratique de tout à l'heure. On a souvent des difficultés à distinguer ce qui est du registre du pédagogique et du registre du didactique. Là, la frontière, elle est assez peu claire à définir, mais disons que les compétences didactiques, ce sont les connaissances un peu, on va les qualifier de plus scientifiques, liées à la recherche, sur comment on apprend, qu'est-ce qu'apprendre, et puis qui est fortement lié aussi à la discipline. On parle de didactique des mathématiques, de didactique du français, on parle peu de didactique générale. Et puis, il y a la pédagogie. La pédagogie, c'est plus, je dirais, moi, du côté de l'art d'enseigner. Et donc là, c'est tout le savoir-faire de l'enseignant qui est convoqué et que vous devez
au moins témoigner du jury d'une première appropriation des compétences autour du pédagogique. Le didactique, c'est bien sûr la connaissance des programmes. C'est là que vous allez trouver de la matière à avoir des connaissances didactiques, donc les programmes, et puis tous les textes d'accompagnement qui donnent un cadre pour l'enseignement d'une notion. Donc, ce sont les programmes, mais aussi donc, tous les documents qu'on va trouver sur Eduscol, les attendus de fin de cycle, les attendus de fin de classe, les programmations, les progressions que vous pouvez trouver sur les manuels scolaires qui sont utilisés dans les classes. Sur Internet, vous allez pouvoir trouver même potentiellement des préparations de séquences, de séances, etc. Donc, tout ceci est, je dirais, le corpus de vos connaissances didactiques. Et puis, il faut aussi avoir des connaissances didactiques un peu approfondies sur toutes les grandes thématiques des objets mathématiques du programme de l'école élémentaire. Un exemple, comment dirais-je, quelles sont les problématiques didactiques quand on enseigne le nombre au CP, quelles sont les problématiques didactiques quand on enseigne la proportionnalité au cycle 3, etc. Tout ça, ça fait partie des connaissances incontournables, même si peut-être aurez-vous des documents qui vous le rappellent dans les sujets, puisque les sujets vont comprendre des documents d'information. Du point de vue du registre davantage pédagogique, il faudra témoigner d'une certaine connaissance du système éducatif, de la connaissance des programmes, bien évidemment, c'est incontournable, mais aussi et surtout de la connaissance de la réalité de la classe, je vais l'appeler comme ça. Une classe, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble en ce moment, à une époque donnée, etc. On enseigne sans doute plus du tout aujourd'hui comme on a enseigné il y a 50 ou 60 ans. La question de la gestion du groupe, la question de l'attention, de la motivation des élèves, tout ça, c'est du registre du pédagogique, même si, évidemment, on peut aussi, et c'est là que la frontière est ténue entre les deux, dire que c'est du registre du didactique. Vous devrez donc témoigner aussi de la connaissance des élèves. Vous devez avoir une bonne sensibilité en fonction des âges. On ne construit pas une séance pour une classe de CP comme on construit une séance pour une classe de CM2. Donc ça fait partie des attendus pédagogiques dont vous allez devoir témoigner auprès du jury. Et ensuite, la pédagogie, c'est aussi la mise en œuvre pratique de toutes les connaissances didactiques, parce que les connaissances, c'est bien, mais la réalité de la classe, des élèves, va devoir être prise en compte pour ensuite que ceci ressemble à quelque chose qui a du sens pour les élèves et pour vous-même et pour l'institution et qui soit véritablement, n'oubliez pas ça, ce qu'on attend de vous, c'est une séance d'apprentissage. Ça, c'est absolument crucial. Vous n'êtes pas en train de préparer un moment de classe quelconque. Il y a des moments de classe quelconques sans doute, mais au concours, vous allez devoir préparer une séance qui sera véritablement une séance d'apprentissage, donc avec des incontournables. Bon, je ne vais pas tout dire pour l'instant, puisque je vais y revenir après, mais s'il y a une séance d'apprentissage, donc l'enseignant vise pour ses élèves des compétences qu'il va devoir développer au cours de ce temps de séance et qu'il va devoir évaluer à l'issue de sa séance. Donc, c'est un parcours d'élèves. Et ce parcours d'élèves doit être pris en considération et l'enseignant doit savoir être capable de juger de ce qu'il a apporté à ses élèves, de ce que ses élèves ont appris au cours de ce travail qui a été préparé pour eux par l'enseignant. Voilà sur les premiers attendus et déroulements. Claude, si tu as donc des compléments à apporter, je t'en prie. Merci. Sur l'organisation, oui, effectivement. D'abord, je voulais dire une première chose, c'est que vous allez, on va dire, essuyer les plâtres
sur cette épreuve, puisque c'est une épreuve nouvelle dans le concours. Alors, ce n'est pas forcément, c'est pas forcément un handicap, hein. Mais disons que ça va être nouveau. Ça a été nouveau pour nous aussi, et on a déjà d'ailleurs tardé un petit peu pour avoir un cadrage vraiment clair de l'épreuve qu'on a eu finalement. Et puis bon, on s'est rendu compte, Daniel, qu'on avait correctement anticipé l'épreuve. Moi, sur ce cadrage-là qui vient du ministère, il y a des petites choses qui m'ont un petit peu dont je voudrais vous parler. C'est d'abord les précisions qui sont données par le sujet. Hein. Il faut savoir que quand vous allez recevoir ou prendre votre sujet, il précise les niveaux, le niveau ou les niveaux de classe, parce que vous pouvez tomber sur un sujet qui se rapporte à une classe multiniveau, par exemple, hein, des choses comme ça. Hein. Et puis, le sujet indique aussi d'une façon précise la période de l'année à laquelle se situe la séance que vous allez présenter. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. On reviendra peut-être un peu là-dessus tout à l'heure. Daniel a parlé très bien de la connaissance des programmes. Il y a un autre petit encart hein, dans ce cadrage-là. Je cite, si les grandes lignes des programmes doivent être familières aux candidats, il n'en est pas exigé une connaissance précise. Je vous engage quand même à être assez prudent hein, avec cette phrase-là hein, et à quand même aller fouiner d'une façon importante dans les programmes et surtout sans oublier, alors évidemment il ne s'agit pas de les connaître par cœur, hein, mais et surtout sans oublier les programmes de l'école maternelle en mathématiques hein, qui sont importants aussi. Et puis sinon, Daniel a cité hein, tous les documents d'accompagnement qu'on peut rencontrer sur Eduscol. Sans oublier les repères de progressivité aussi qui sont importants et puis des aides à l'évaluation. Ouais. Sur ce cadre-là, peut-être dernière petite chose, et je pense que tu voulais en parler peut-être Daniel, c'est l'idée de le regard critique sur le corpus de documents que vous allez avoir. Hein, parce que là aussi, je cite de mémoire que il explicite lors de l'entretien, le candidat, les motifs qui l'ont amené à minorer éventuellement un document fourni par le dossier. Hein, donc, il faudra être bien attentif à ça, à avoir un regard vraiment critique et argumenté sur certains éléments du dossier. Oui, c'est-à-dire qu'on peut ne pas se servir d'un document, mais il faut expliquer pourquoi. En principe, si les documents sont fournis, ils sont fournis pour vous apporter une aide à la préparation de la séance qu'on attend. Mais il peut se trouver que vous n'êtes pas en accord avec ce qui vous est proposé, et donc là, il faudra être capable de justifier le fait que ce document-là, vous ne l'utilisez pas. OK. Je voulais aussi donc reprendre sur les programmes parce que c'est important en termes de formation. Il ne s'agit pas d'apprendre les programmes par cœur. C'est contre-productif. Ce qu'il faut effectivement, c'est s'approprier les programmes. Donc, c'est compliqué de s'approprier les programmes parce qu'on se les approprie quand on travaille dans les classes. Donc, comme dit Claude, il faut quand même les fréquenter beaucoup. C'est très important. Et vous pouvez les fréquenter en liaison avec les manuels, puisque les manuels sont finalement une déclinaison des programmes. Ce sont des auteurs qui ont lu les programmes et qui vous proposent ensuite des outils pour la classe. Et voir le travail qu'ont fait certains auteurs en lisant les manuels pour comprendre l'esprit des programmes, parce que dans les programmes, il y a l'esprit et la lettre. Apprendre les programmes par cœur, c'est rester au niveau de la lettre et il faut entrer dans l'esprit des programmes. C'est compliqué parce que ça veut dire aussi avoir être capable d'une certaine perspective par rapport au programme, connaître un peu d'histoire des programmes. Les programmes changent souvent, pourquoi ils changent, comment ils changent, etc. Donc, c'est la référence essentielle des programmes, véritablement, mais c'est un objet un peu délicat à utiliser. Voilà. J'embraye tout de suite, puisque donc je n'ai rien dit sur l'exposé, et donc je vais le faire maintenant, sur ce qui va être attendu en termes d'exposé.
On peut comme ça essayer de vous donner un peu des étapes pour votre exposé, avec une première étape où vous allez redonner un cadre. Donc, rappeler en une phrase la plus courte possible le cadre, séquence, objectif, etc., qui vous est fourni dans l'exposé, mais c'est utile de le rappeler, parce que vraiment, c'est ça qui va orienter tout votre propos ensuite. Donc, il faut commencer par là. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous exposerez brièvement vos choix didactiques et vos choix pédagogiques. Alors là, c'est vraiment un temps où il faut être très bref, mais par exemple, nous allons ensuite traiter du cas pratique de la soustraction. Vous pouvez d'emblée dire que vous avez fait un choix de technique opératoire de la soustraction et c'est ce choix-là. Voilà. Et donc, ça veut dire que les autres, vous les laissez tomber. Bon. Les choix pédagogiques aussi, vous pouvez en parler brièvement, c'est-à-dire que vous pouvez dire que vous n'avez pas choisi de faire une séance frontale, de manière frontale, mais que vous avez veillé à ce que les élèves soient actifs et que vous allez les mettre en groupe, etc. Mais tout ça doit être bref. Ensuite, vous exposerez les objectifs de la séance, c'est-à-dire les compétences visées, et vous anticiperez, si vous voulez, sur les modalités d'évaluation. D'accord? Donc là, quand vous dites ça, déjà, vous cadrez, vous savez, le jury sait que vous savez de quoi vous parlez. D'accord? Donc, il sait qu'il va entendre la description d'une séance d'apprentissage, ce qui est absolument crucial. Ensuite, vous aurez donc à exposer le déroulé de séance ou autre chose. Là, dans l'ouvrage, justement, nous avons, pour certaines leçons, privilégié, comment dirais-je, la fiche de préparation comme support d'exposé. Et dans d'autres parties, nous avons proposé directement un déroulé de séance. Ce sont pas les mêmes, c'est pas la même chose. On en reparlera peut-être, mais c'est important de choisir soit l'un, soit l'autre. Il nous semble que, comment dirais-je, la fiche de préparation est un outil qui est intéressant pour vous parce que ça vous permet de ne rien oublier. Bon, donc ça vous donne un cadre bien précis, mais ce n'est pas facile d'exposer une fiche de prep à un jury en faisant un exposé vivant. Alors que si on est dans l'exposé du déroulé de la séance, on va tout de suite parler de la phase 1, de quelle est l'intention de la phase 1, qu'est-ce qu'on y fait, et ensuite on va y aller avec la consigne, la tâche, l'organisation pédagogique, le matériel, le rôle de l'enseignant, l'anticipation des difficultés, la différenciation, les aides, les erreurs, etc. Enfin, tous les registres qui vont concerner la préparation de séance. Donc, ça va être à vous de faire le choix. Est-ce que vous préférez, dans votre temps de préparation, aboutir à une fiche de prep ou est-ce que vous allez écrire un déroulé de séance? La fiche de prep, c'est un cadre que vous aurez eu peut-être l'habitude d'utiliser et donc vous serez dans des espèces de routines. Le déroulé de séance, c'est plus libre. Et c'est pour ça aussi que c'est peut-être plus vivant dans l'exposé. Voilà. Maintenant, nous allons passer au cas pratique. Claude, des remarques, des précisions? Deux mots sur ce que tu viens de dire. Effectivement, dans le cadre, la fiche de préparation, qui est un outil très cadré justement dans un tableau que vous aurez sûrement à construire quand vous serez professeur des écoles, c'est un outil qui est essentiellement pour l'enseignant, pour vous, personnel, de préparation de votre classe. Dans le cadre du concours, je pense comme Daniel que le fait de développer un déroulé que vous allez, parce qu'on est à l'oral quand même là, on n'est pas à l'écrit, donc vous avez à développer quelque chose et un déroulé par la succession des différentes phases me semble probablement une meilleure solution. Okay. Je vous propose de passer à la slide suivante. Je me suis permis de répondre à un participant qui demandait si le cycle 1 est compris dans les niveaux possibles pour les sujets. Oui, vous l'avez dit.
Et est-ce qu'il y a des extraits de programmes dans le dossier? Nous supposons que oui, il y en aura. Mais comme disaient Daniel et Claude, il faut quand même que vous les connaissiez suffisamment. Donc voilà, c'était une petite aparté. Je passe. Si je peux compléter, c'est vraiment un Oui. impératif, c'est un impératif de connaître, enfin, d'avoir lu les programmes de l'école maternelle, notamment relatifs à tout ce qui tourne autour du nombre. Il y a vraiment des problématiques didactiques extrêmement importantes à connaître. Oui. Avant de passer au cas pratique, je vous propose, Claude et Daniel, de commenter légèrement. C'est le sommaire de l'ouvrage. Ceci pour vous montrer l'ampleur des sujets qui sont possibles pour cet oral. Je vous laisse la parole à Claude ou à Daniel pour commenter brièvement cette page avant de passer au cas pratique. La problématique était simple, hein, justement. On a voulu aborder à la fois tous les cycles. Hein, effectivement, le cycle 1 est très concerné aussi. Il peut être concerné par des sujets, hein, donc ne les oubliez pas. Donc, on en a traité quelques-uns, et puis surtout d'aborder les différents domaines mathématiques à l'école primaire, hein, le nombre, la résolution de problèmes, et puis l'espace, la géométrie, la mesure, etc., grandeurs et mesures. Hein. Donc, on a essayé de couvrir tout ça. Oui. Oui, Daniel? Non, non, j'acquiesce, effectivement. On a essayé d'avoir un spectre qui couvre à peu près tout ce que tu viens de dire, tous les cycles et tous les différents chapitres du programme. Je vous propose de passer au cas pratique, qui a attendu avec impatience. Voilà, donc Daniel et Claude, vous me direz pour revenir en avant, en arrière, selon les documents que vous voulez commenter. Voilà. Oui. Alors, le texte du sujet, il est court. En nous appuyant notamment sur les 4 documents ci-après, concevez une séance de découverte pour une classe de CE1, 25 élèves, visant la compétence mettre en œuvre un algorithme de la soustraction posé en colonne, entre parenthèses, avec retenue. Alors, il faudra bien faire attention à bien lire cette petite introduction parce qu'elle cadre quand même la séance. Il s'agit d'une séance de découverte, donc c'est, disons, la première séance autour de la compétence mettre en œuvre un algorithme de la soustraction posé en colonne avec retenue. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à tirer de plus que ça. Mais donc, qu'est-ce que ça doit induire chez vous immédiatement comme réflexion, remarque, recherche, etc. La première question, c'est comme on disait tout à l'heure, il va falloir regarder ce que disent les programmes autour de cette compétence. Soit vous avez dans vos documents, et là c'est bien les programmes, je pense que ce sera quasiment le cas à chaque fois, je pense. Hein. Bon, et donc là, il faut, à mon sens, hein, plutôt commencer par là. Donc vous cherchez, vous avez combien de documents ici? Vous avez 4 documents à votre disposition. Un document qui est une page de manuel, un document qui est donc, dans le manuel aussi, mais qui est une table des matières, on va dire. Ensuite, vous avez un extrait des programmes et ensuite, vous avez un extrait d'un article publié sur EduSchool. Voilà, donc ce qu'on appelle les documents d'accompagnement. Donc, d'un point de vue, bon, il n'y a pas à hiérarchiser hein, les documents, mais la première référence, évidemment, c'est le programme. C'est pas souhaitable de prendre le manuel comme référence première. Comme je disais tout à l'heure, il y a la connaissance des programmes, et puis cette connaissance des programmes, elle a donné lieu, par certains auteurs, à une déclinaison que nous avons là sous les yeux, avec la page de manuel, d'accord, et puis, comment dirais-je, la progression par domaine. Alors, aussi une précision pour ceux qui n'ont pas encore trop l'habitude, une page de manuel n'est pas une séance. On peut imaginer qu'une séance de classe se déroule de la manière suivante. Prenez vos manuels, sortez vos manuels, les élèves sortent leurs manuels, et puis allons-y, on fait exactement ce qu'il y a. Ça donnerait quelque chose, c'est une leçon. Bon, si vous faites ça, je pense que le jury va vous poser de nombreuses questions et voudra savoir beaucoup de choses. Bon, donc, prenez les pages de manuel qui vous sont données comme des supports de travail, mais ne les suivez pas aveuglément. Donc, d'abord, la référence, les programmes.
Donc, regardons ensemble ce que disent les programmes concernant la compétence qui nous est demandée. Voilà. Alors, je vais avoir du mal à lire ça, moi. Vous avez le livre, si vous voulez. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a le livre à côté. Je vais plutôt aller sur le livre parce que sinon je vais… J'agrandis, Daniel. Ah oui, d'accord. Regardez. Si tu peux agrandir, je pense que ça, ce sera Voilà. bien pour tout le monde parce que c'est un peu compliqué. Donc, on doit aller à la pêche là-dedans et puis se dire, bon, alors là, qu'est-ce que c'est comme document? C'est un document de progression du cycle 2. Alors, si vous ne les avez jamais regardés, ben, vous allez être perdu, mais si vous savez un peu comment c'est fichu, déjà, ça va aller mieux. Vous savez que la colonne de gauche, c'est le CP, la colonne du milieu, c'est le CE1, et la colonne de droite, c'est le CE2. D'accord? CP, CE1, CE2. OK? On est dans le domaine nombre et calcul. Plus précisément, le calcul. Donc, on est bien dans ce qui cadre la compétence qu'on nous a imposée d'une technique opératoire, appelée dite algorithme, c'est la même chose. Et donc, il y a à prendre en considération, sans doute, donc il va falloir lire ça en diagonale très vite et puis regarder ce qui concerne cette compétence. Il y a des petites incidentes qui ne sont pas à négliger. Les procédures à mobiliser pour le calcul en ligne et le calcul mental, il y a des choses comme ça. Bon, tu peux lever un peu, Stéphanie, s'il te plaît, qu'on voit. Moi, je n'ai pas toute la page là. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Tout à fait en bas, on voit écrit dès le début de l'année, les élèves consolident la maîtrise de l'addition avec des nombres plus grands, avec des nombres de tailles différentes. Ils continuent à enrichir la mémorisation de faits numériques, de procédures. Au plus tard, en période 3, les élèves apprennent une technique de calcul posée pour la soustraction. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez une information qui cadre votre séance. Au plus tard, en période 3, les élèves apprennent une technique de calcul posée pour la soustraction. La compétence que l'on vous demande de travailler, c'est sur une soustraction, mais une soustraction posée avec retenue. Donc, vous devez vous dire que on est, disons, en fin de séquence de l'apprentissage de la technique opératoire de la soustraction. Fin de séquence, d'accord? C'est-à-dire qu'on va prévoir plusieurs étapes amenant l'élève à être capable de calculer une opération soustraction posée en colonne et à la fin, donc, avec retenue. Et donc, on peut imaginer que notre séance, qui est une séance certes de découverte, sera quand même une séance qui va se dérouler en période 4 ou 5, guère avant. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont des indices que vous prenez, qui vous permettent de donner un cadre à votre séance, et puis dont vous allez pouvoir témoigner auprès du jury. Donc, au jury, vous allez pouvoir le dire, bah, ma séance, elle se déroule en période temps, etc. Une information qui est importante aussi, pour ce qui concerne la compétence visée, la toute dernière ligne, les techniques de calcul posées sont communes à toutes les classes, elles sont ritualisées avec les mêmes formes et les mêmes mots. Ce choix doit être poursuivi au cycle 3. Bon, alors, ça n'a peut-être pas une grande importance pour la préparation de la séance, mais ce serait bien d'en témoigner auprès du jury, que vous avez bien pris connaissance de ça. Ça dit que quand vous mobilisez vos connaissances didactiques, vous savez que la technique opératoire de la soustraction, il y en a plusieurs. Et donc, ce qu'indique le cadre ministériel, c'est que les choix doivent être opérés au niveau du cycle et même au niveau de l'école. Quand on choisit une technique opératoire de la soustraction, on la choisit pour l'école, pour le cycle, de façon à ne pas perdre les élèves, c'est-à-dire à ne pas faire une année comme ci, puis l'année d'après autrement, etc. Il faut qu'il y ait dans l'apprentissage de l'élève une certaine continuité. Voilà, donc, alors, je ne dis pas que c'est les seules informations à prendre là-dessus, ce sera un moment dans votre préparation, il faudra que ce soit efficace, et pour que ce soit efficace, évidemment, il faudra que vous ayez absolument fréquenté ces documents-là auparavant. Disons que, je ne sais pas moi, 10 minutes à lire ça, avec un stabilo-boss, on stabilo-boss ce qui nous paraît être les données absolument incontournables et qui vont cadrer notre travail. Et cette fois-ci, on est parti.
On est parti. Donc maintenant, on peut aller vers les pages de manuel. Claude, si tu as des compléments pour cette première partie de Pour lecture de l'instant, non. programme. Claude, vous Si allez on en même revient temps sur répondre à une question, parce que j'ai plein de questions qui tombent, donc le sujet passionne. Je pense que vous pouvez répondre rapidement, mais c'est important. Deux Oui. questions en une. Est-ce qu'il faut citer, lire tous les documents et s'appuyer sur tous les documents? Et la deuxième question, est-ce qu'il faut analyser les documents dans la réponse qu'on va fournir, dans l'exposé? Donc, est-ce qu'il faut prendre tous les documents? Est-ce qu'il faut tous les analyser à l'oral? Quelles sont vos recommandations? Et j'ai envie de dire que oui, hein, c'est-à-dire que si ils sont proposés, c'est que le concepteur du sujet pense que ces documents-là vont servir à la conception et l'animation de votre séance. Hein. Donc oui, ils sont tous à prendre en compte. Alors, est-ce qu'il faut passer beaucoup de temps à le lire dans l'intégralité? Comme a dit Daniel tout à l'heure, hein, on va souligner, on va vite repérer ce qui nous intéresse. Puisqu'on parlait des pages de manuel, effectivement, Daniel l'a dit tout à l'heure, une page de manuel telle qu'on l'a là ne peut pas représenter votre séance. Hein. Il va falloir, vous pouvez vous en inspirer. Hein, pour imaginer des situations de manipulation ou des choses comme ça. Vous pouvez vous inspirer ou utiliser même les exercices d'entraînement, hein, qui sont proposés, hein, mais c'est compliqué d'utiliser la démarche complète, hein, comme elle est présentée sur une page de fichier ou de manuel comme ça. Hein. Donc il faudra vous en inspirer et puis essayer d'inventer quelque chose de différent. Mais on reviendra tout à l'heure, hein, là-dessus, hein, sur l'utilisation qu'on peut en faire dans ce cadre précis. De toute façon, en termes d'analyse, de présentation, d'analyse des documents, vous n'aurez pas le temps de faire tout ça. Hein. Vous allez avoir une demi-heure pour exposer votre travail. Je vous assure que c'est extrêmement court pour décrire une séance et son animation. Donc les documents, vous allez les lire, vous allez les analyser, vous allez garder ça pour vous et vous allez vous en servir. Mais auprès du jury, sauf cas exceptionnel où vous allez dire ce document-là, moi, je ne m'en sers pas, et vous allez devoir expliquer pourquoi. Sinon, ce sont des documents qui sont là pour vous aider. Voilà. Alors, donc, après les programmes, nous allons regarder les supports qui sont donnés et qui sont cette fois-ci, alors ça peut changer, hein, ça peut être, je ne sais pas moi, une séance prise sur Internet, ça peut être, il y a différents types de supports. En tout cas, ce sont les outils habituels des enseignants hein, quand ils préparent leur classe. Et donc, vous allez regarder ce que ça donne. Donc, vous allez regarder, déjà, on peut regarder, si vous voulez, par exemple, la progression par domaine. Vous allez chercher la leçon, où est-ce qu'elle se trouve, est-ce que selon vous, d'après les programmes, elle est bien située. Là, quand on regarde, si on agrandit un peu, si je ne me trompe pas, c'est la leçon 79 à laquelle nous avons affaire, c'est ça. Et elle se situe dans la progression, tout à fait en bas, aux 2/3 de la progression. Et donc, si elle se situe aux 2/3 de la progression, ça c'est une progression sur l'année, en termes de calcul, c'est à peu près cohérent, puisque on a dit qu'il fallait que ça commence en période 3, et puis ensuite, voilà. Bon, donc vous pouvez, si vous le voulez, peut-être témoigner auprès du jury des étapes de la progression. Hein. En tout cas, vous devez les regarder. C'est-à-dire que là, on a quoi en termes de progression? On a du calcul mental, calcul en ligne, ensuite la technique posée, en colonne, sans retenue, puis voilà, en gros, c'est ça. Donc il faut quand même avoir ça en tête, c'est-à-dire que votre séance, elle ne débarque pas de nulle part. Il y a un amont, il y aura un aval, et cet amont, c'est quand même bien de savoir de quoi il retourne, ce qu'ont fait les élèves, et on pourra parler pour le jury, dans notre présentation de séance, de prérequis. Ça, c'est important. Donc, on sait très bien que quand on va engager les élèves dans une situation d'apprentissage, il faut bien sûr qu'ils aient déjà certaines compétences qui vont nous être indispensables, acquises, et on appelle ça en général les prérequis. D'accord? Bon. Donc, on situe la séance et ça nous permet
d'être à peu près au clair avec les prérequis attendus des élèves. Ensuite, nous allons analyser un petit peu la séance proposée par le manuel. Donc, on regarde la page de manuel, on regarde ce qui se passe et on en prend les éléments qui nous paraissent les plus fondamentaux. Donc, ici, on voit qu'il se passe quoi? Ben, il se passe, on a un découpage en 1, 2, 3, 4. Bon, donc on pourrait presque imaginer que c'est un découpage en 4 phases dans un déroulé de séance, mais à rendre évidemment vivant pour la classe et non pas simplement une page de manuel. Dans le premier encadré, on voit qu'on a affaire à un problème, d'accord? Problème où Lucie a 62 billes, elle veut donner, etc., etc. Puis il y a une opération qui est écrite au tableau, donc il y a un gros travail qui a été fait. L'élève, il ne fait pas forcément énormément de choses dans cette histoire-là. Il faudrait peut-être l'amener à lui-même écrire les opérations pour ensuite être amené à faire des opérations, à effectuer les opérations. Bon, donc on voit que là, il y a beaucoup de choses qui sont concentrées, mais c'est inhérent au support même, inhérent à ce qu'est un manuel scolaire, hein, on ne peut pas faire autrement, et à vous d'en faire quelque chose qui est un outil pratique pour la classe. Bon. Donc, un problème à résoudre, une modélisation avec une opération qui est effectuée, une explication de la façon dont c'est effectué avec le 2U moins 8U impossible, etc. Bon, donc, réfléchissez à ce que ça donne en termes d'apprentissage pour les élèves. Moi, je qualifierais ce type d'apprentissage d'un apprentissage par ostension, c'est-à-dire qu'on va montrer aux élèves comment il faut faire. On a un peu le sentiment que là, tel que c'est présenté, il n'y a pas véritablement de résolution de problème pour les élèves, puisque le problème il est déjà résolu par l'opération qui est posée. Donc, prenez bien en considération ce que disent les programmes de ce point de vue-là. Toujours mettre au centre des apprentissages en mathématiques la résolution de problèmes. Bon. Et que la résolution de problèmes soit effective pour les élèves et pas fictive. OK? Bon, mais néanmoins, voilà, une façon de se servir du manuel, c'est de reprendre le texte du problème, l'idée des boîtes, etc. Donc, il y a quand même beaucoup d'idées qu'on peut prendre là. Ensuite, on voit qu'il y a des opérations à faire et puis on voit qu'on termine encore par un problème qui, lui, là, cette fois-ci, n'est plus modélisé du tout. Tout est à faire par l'élève. Donc, finalement, le tout à faire par l'élève, il arrive à la fin. OK, bon, c'est bien. On a tout Daniel, compris. Oui. Plusieurs questions quant à cette page de manuel qui risque fort donc d'être dans les dossiers qui vont être présentés aux candidats et plusieurs auditeurs demandent s'ils peuvent et s'ils doivent inclure la page de manuel dans leur séance. Comment, en fait, je pense que la question c'est vraiment comment ils s'en emparent et quel est l'objectif, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Bien, c'est ce que je suis en train d'essayer d'exposer, c'est essayer d'en faire quelque chose d'intelligent. Alors, reprendre la page telle qu'elle, surtout pas. Parce que donc là, on serait sur quelque chose où le maître n'a pas d'initiative, ne fait rien, enfin d'autre que demander à ses élèves de faire ce qu'il y a là-dessus. C'est pas ça le travail d'un enseignant. Il doit réfléchir à comment on apprend, qu'est-ce qu'apprendre. Simplement, là, il a un premier modèle à sa disposition et il a du matériel à sa disposition, l'enseignant. Il a un texte de problème, il a des idées de matériel. Eh bien, c'est ça qu'on doit ici utiliser pour bâtir, concevoir sa propre séance. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai répondu. Ce qui est intéressant dans cette page-là, c'est un petit peu le découpage, justement, comme disait Daniel. Hein. On voit bien que ça commence d'ailleurs par un exercice de calcul mental. C'est quelque chose qu'il faudra surtout pas oublier. Hein, le calcul mental à proposer dans votre séance, ça peut être au début, ça peut être à la fin, mais en général dans ce type d'apprentissage qui concerne le technique opératoire, on a intérêt, Daniel parlait de prérequis justement, à proposer des séances ou des exercices de calcul mental en début de séance pour vérifier qu'un certain nombre de faits numériques et qui seront nécessaires pour la suite sont bien acquis par les enfants. Ensuite, sur la page, on trouve, et ça sera quand même nécessaire,
évidemment, hein, dans les programmes, on trouve cette idée d'entrer par la résolution de problèmes. Hein, c'est ce qui est fait là avec une recherche proposée, hein, une situation de problème qui est proposée avant de passer à des applications. Bon, alors il y aurait sûrement des choses à dire, à critiquer, hein, mais il y a sûrement des choses à prendre, au moins dans la démarche, dans le déroulement de cette page pour votre séance. Absolument d'accord. Juste une petite remarque comme ça sur ce qui est très important quand on prépare une séance, c'est de réfléchir à l'activité de l'enfant. Que font les enfants? Ici, par exemple, si je prends l'encadré 2, vous voyez, on leur demande d'effectuer des soustractions. Dans les compétences liées à la capacité d'effectuer des soustractions, il y a une première compétence qui est poser la soustraction. Là, elles sont posées pour l'enfant. C'est peut-être dommage. Peut-être que dans une séance, justement, on peut se dire, bah, on ne va pas les poser, on va les dire, on va les énoncer, on va demander aux enfants de les poser. D'accord? Voilà, donc il y a plein de… C'est très riche comme support, mais à la condition de l'utiliser à bon escient. Je vois que le temps tourne, donc j'avance pour terminer sur le dernier document, le document 4, de façon à ce que Claude ait un certain temps pour nous dire le déroulé de séance auquel nous avons pensé. Ensuite, donc là, je vais très vite. Daniel, 2 minutes. Vous avez là le document 4, c'est un document donc, qui est extrait d'un document d'accompagnement qui développe une problématique autour de la compétence visée. Bon, si vous avez le temps, tant mieux, d'aller voir ce qui est dit là, ce qu'on peut en tirer. Bon, mais si on n'a pas soi-même déjà un fond de connaissances suffisamment approfondi, c'est assez difficile d'en sortir quelque chose. Là, en fait, on vous parle de l'opposition entre sens et technique. Et notamment, bon, c'est pas très explicite, mais on parle aussi du sens de la technique. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui que apprendre une technique opératoire, c'est apprendre à faire, donc il faut montrer, mais il faut aussi expliciter pourquoi on fait comme ça et pas autrement. Et donc, la technique opératoire que nous allons utiliser pour notre séance, qui est la technique par emprunt, est une technique qui permet effectivement de bien expliquer aux élèves ce qu'on fait et qu'ils peuvent le comprendre, ils ont les prérequis nécessaires. Si on avait utilisé la technique dite ordinaire par compensation, avec des retenues en haut, en bas, etc., l'explication pour un élève de CE1 ne peut pas être comprise. Donc voilà, il y a ici un approfondissement d'une problématique autour de l'acquisition de la compétence, être capable d'effectuer une soustraction avec retenue. Voilà. Peut-être qu'on peut laisser Claude nous présenter. Il y a énormément de choses à dire, hein. Et en particulier aussi à la réflexion que vous devez apporter avant la conception de votre séance sur un certain nombre de points cruciaux, hein, et en particulier sur les choix didactiques. On a parlé de l'importance du calcul mental dans votre séance, surtout si c'est une séance qui porte sur des compétences de calcul, hein, numérique. Et puis on a dit aussi la résolution de problèmes, hein, au centre de votre démarche. Daniel vient parler du sens de la technique. En l'occurrence, dans ce cas-là, on peut aussi dire que pourquoi la technique opératoire? La technique opératoire, c'est fait pour faciliter le calcul, hein, pour que les élèves aient l'outil le plus simple pour arriver au résultat. Un autre choix didactique, c'est celui de la manipulation, qui est très important, en particulier pour certains élèves qui pourraient se retrouver en difficulté. Et puis, il y a un choix aussi, alors là, qui est franchement à cheval entre la didactique et la pédagogie, c'est dans la mise en œuvre de votre séance, le choix de la coopération, on va dire, c'est-à-dire le choix de la mise en groupe, hein, des élèves ou de binômes, hein, pour des confrontations. Il faudra penser à ça. Hein, c'est un aspect assez important, hein, que les enfants soient amenés à confronter leur procédure, leur connaissance, leur façon de faire dans le cadre
comment dire, je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Leur apprentissage. Bon. Autre chose, c'est les supports ou la réflexion pédagogique. Hein. Le travail de groupe, c'est quelque chose de pédagogique, mais il y a aussi tout ce qui concerne la difficulté, l'hétérogénéité de vos élèves, les erreurs qu'il faut observer et utiliser, et puis les aides éventuelles que vous allez pouvoir apporter aux enfants qui sont en difficulté. Tout ça, vous ne pouvez pas y échapper dans votre conception. Hein. Et deux choses encore qu'il faudra surtout ne pas oublier, c'est le fait pour l'enseignant, donc pour vous, d'avoir un moment de synthèse. C'est-à-dire que l'enseignant, à un moment, va institutionnaliser la nouvelle connaissance, la nouvelle compétence sous un certain nombre de formes. Ça peut être lui qui explique, lui qui montre, la proposition d'un affichage de référence, etc. Et enfin, dernière chose qu'il ne faudra pas oublier, c'est l'évaluation, bien sûr, hein, les pratiques d'évaluation. Bon. Plusieurs Alors, nous, questions sur l'évaluation, Claude. Est-ce que vous pouvez détailler un tout petit peu, voilà, en quoi ça consiste d'évaluer, comment on évalue? Alors brièvement, mais j'ai eu voilà, plusieurs questions là-dessus. bon, alors, il faudra aussi oublier le fait d'une évaluation très sommative. L'évaluation, dans le cadre d'une séance comme ça, elle va consister à vérifier que les élèves sont capables, hein, de faire ce qu'on avait comme objectif. En l'occurrence, l'élève est capable de réaliser l'algorithme de soustraction avec retenue. Là, on peut imaginer, il faut même imaginer une évaluation à la fin de la séance, mais ça peut être quelque chose de très simple. Ça va être quelque chose que tout le monde a toujours fait, un exercice soit sur le fichier, soit dans le cahier du jour, hein, où on va vérifier que l'élève arrive ou pas. Après, on pourra toujours reporter une évaluation plus importante, plus sommative, hein, plus loin, plus éloigné dans le temps. Mais une évaluation immédiate, c'est pas la peine de se compliquer. Hein. On n'est plus dans la composition, hein, qu'on a connue. Hein. Il suffit simplement pour l'enseignant de vérifier rapidement si l'élève a réussi ou pas, et de pouvoir à ce moment-là aussi bien identifier les erreurs pour pouvoir proposer des activités de remédiation par la suite. Est-ce que, Stéphanie, tu peux afficher la page de manuel, juste pour une petite remarque à propos de l'évaluation? Voilà. Quand Oui. on regarde cette page de manuel, la question qui peut se poser, donc ici dans ce manuel, l'élève, sur cette page-là, l'élève apprend à faire des soustractions posées avec retenue. Est-ce que le cadre 4 peut être utilisé comme évaluation de cette compétence? Réponse, oui et non. Mais en fait, si on prend ça comme évaluation, on évalue beaucoup plus de choses que simplement la capacité à utiliser un algorithme pour effectuer une opération. Les compétences, c'est il y a un problème, il y a une lecture de problème. Est-ce que l'élève a reconnu la structure du problème? Est-ce qu'il est capable de modéliser en utilisant une écriture avec une soustraction? Est-ce qu'il est capable de calculer cette... Donc, si vous imaginez que le cadre 4 est une évaluation de la compétence, vous allez vraiment largement au-delà. Donc, il faut resserrer les choses pour vraiment rester dans le cadre de ce qu'on a travaillé comme apprentissage. Voilà, je vais juste dire ça. Ce n'est pas toujours très simple de cibler une évaluation de façon correcte. Je pense que là, par exemple, on est beaucoup trop. Si on utilise ça comme évaluation, on va beaucoup au-delà, bien au-delà de ce qu'on a travaillé avec les élèves. Je me permets, car le temps passe, oui, question qui m'a l'air importante et qui est posée aussi plusieurs fois pour ceux qui ont eu la chance de faire des stages. Lors de nos stages ou expériences de classe, nous avons déjà mené une séance. Pouvons-nous expliquer en contexte ce que nous avons fait et pourquoi nous l'avons fait? Est-ce que vous le recommanderiez? De toute façon, rien ne vous l'interdit. C'est une expérience et vous allez l'exposer en termes de déroulé de séance.
c'est pas, ce serait peut-être pas judicieux d'arriver et de dire ah ben oui, moi je l'ai déjà fait en classe, j'ai fait comme ça. Non, vous décontextualisez l'affaire, vous dites, bah, vous exposez votre truc comme si vous ne l'aviez jamais fait, et puis peut-être que vous pouvez témoigner quand même de votre expérience de l'élève et de la classe. À certains moments donnés, ce sera forcément tout à fait judicieux. Maintenant, on peut Ah, pas prendre. tout le monde, ça se rapporte au sujet quand même, Ah que bah vous oui, ok, hein, il ne d'accord. s'agira pas d'exposer quelque chose que vous avez fait et qui ne se rapporte pas au Ah bah sujet que vous évidemment, avez. c'était entendu, bien sûr. Oui, oui, oui. Bon, mais je pense qu'il faut qu'on décline quelque chose de la séance un peu, Claude, si tu veux Est-ce bien Oui, que en vous commencer. pouvez, oui, en quelques donner un peu la structure que vous auriez donnée à votre exposé? Oui. oui. Donc, nous, on avait pensé pour cette séance-là en particulier à évidemment une séance de calcul mental pour commencer. Mhm. Alors, D'accord, ça les c'est techniques de important. calcul Ouais. mental sont diverses et variées, hein. Il y en a des très rigides, d'autres moins, mais bon, elles sont toutes valables et surtout, dans ce cas-là, elles vont servir quand même à vérifier, comme on le disait tout à l'heure, un certain nombre de prérequis, en particulier, en l'occurrence, sur l'effet numérique en rapport à la soustraction, et aussi des connaissances dans le domaine de la numération, hein, de la numération de position, parce que c'est important dans le fait de pouvoir poser des opérations. Ensuite, on va passer à une première manipulation. Alors nous, on avait trouvé que cette situation-là, avec des boîtes et des billes, ça pouvait être assez dangereux, hein, moi je trouve. Hein, concrètement dans une classe, hein, ça ouvre la porte quand même à un certain nombre de difficultés de manipulation, certaines, ça pourrait être un peu récréatif pour certains. Donc, on a imaginé une autre possibilité avec des timbres et des enveloppes, hein, regroupées. Hein, le but de la manœuvre étant de laisser d'abord des enfants seuls réfléchir à la situation. Notre situation, c'était Alfred a 52 timbres, il en donne 18 à sa sœur. Combien est-ce qu'il va lui en rester? Je crois de mémoire que c'est ça. Hein. Voilà, donc on va distribuer aux enfants un certain matériel avec des enveloppes et des timbres. Le but de la manœuvre étant amené à quand même mettre en évidence la technique de cassage, c'est-à-dire être obligé, hein, pour pouvoir enlever, de casser une dizaine, c'est-à-dire d'ouvrir une enveloppe pour en sortir les 10 timbres qui sont dedans, parce que sinon on peut pas réaliser la soustraction. Ce qui est important dans ce genre de pratique aussi, ce sont les phases après le travail de groupe, hein, les phases de mise en commun. Hein, chaque groupe va présenter au reste de la classe sa procédure, son résultat, etc. Ensuite, on avait prévu de décontextualiser un petit peu quand même, c'est-à-dire de proposer le même type de travail, mais cette fois-ci avec du matériel de numération que vous connaissez peut-être tous, hein, des barres de 10, des petits cubes de 10, etc., pour rester dans la manipulation et amener quand même les élèves à pratiquer une soustraction avec retenue, mais encore avec des matériels. Et puis après, ben, on a les phases d'institutionnalisation dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est l'enseignant qui va intervenir pour expliquer un petit peu, hein, pour dire un petit peu ce qui s'est passé et pour synthétiser la technique avant de mettre les enfants en entraînement et en évaluation éventuellement. Quand, L'importance aussi d'une trace écrite, hein, qui retrace la démarche de l'algorithme. quand vous allez concevoir vos séances, pensez à bien rédiger vos consignes. C'est extrêmement important, les consignes que l'on donne aux enfants. C'est ce qui leur permet d'entrer dans ce qu'on appelle la tâche. Et aussi, réfléchissez à quelle est la tâche que vous demandez de réaliser aux enfants. Donc, la consigne, c'est important. Je pense que les jurys peuvent vous interroger. Hein, vous dites que vous allez donner un problème, oui, mais quel est le texte de ce problème précis, etc. Quel est le matériel que vous utilisez? Enfin, il faut essayer de décrire tout ça par le menu, vraiment, en étant le plus précis possible. Oui, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Non, une autre chose importante aussi, dans le rôle du maître, c'est les aides que vous allez apporter aux enfants, hein, c'est ce qu'on appelle des pratiques différenciées pour des enfants qui se retrouvent en difficulté. Hein, pendant l'apprentissage, vous allez voir qu'il y a des enfants qui vont se retrouver en difficulté. Qu'est-ce que vous faites en apport d'aide pour simplifier, leur donner plus de temps, simplifier le support, leur donner des aides ponctuelles, les aider vraiment comme ça, de façon duel avec eux. Voilà, hein, il faudra penser à tout ça. Claude, vous parlez de différenciation. Justement, il y a plusieurs auditeurs qui posent la question concrètement, si on parle de cette situation que vous exposez, là, en l'occurrence, différencier, ça pourrait consister en quoi? On sent qu'ils ont du mal à percevoir concrètement comment on différencie. Il y a une première différenciation qui peut s'imposer, c'est une différenciation sur le champ numérique proposé aux élèves. Vous pouvez très bien proposer le même problème à deux groupes d'élèves, mais en donnant à certains élèves, je ne sais pas moi, il y a 85 timbres, et puis pour les autres, il n'y aura que 18 timbres, par exemple, ou 27 timbres, je ne sais pas. Mais plus le champ numérique est important, plus la difficulté va être grande pour les élèves en termes de manipulation, etc. Bon, donc voilà, ça c'est un premier élément de différenciation. C'est ce qu'on appelle les variables, les fameuses variables didactiques qui permettent de différencier. Maintenant, il y a aussi sans doute beaucoup de choses importantes mais là comme ça tout de suite ça me vient pas. Mais après, c'est la différenciation, c'est aussi en matière d'aide. Quelles sont les aides que je peux donner? Est-ce que je peux proposer des modélisations déjà écrites qu'ils auraient à choisir pour certains et pour les autres, ils devraient être capables de l'écrire tout seuls. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Claude? Oui, non, le fait d'insister encore aussi sur la manipulation avec certains groupes, certains enfants qui seraient en difficulté. Hein, faut pas hésiter. On n'est pas obligé d'arriver à la fin de la séance avec tous les élèves de votre classe exactement au même niveau. D'ailleurs, ça serait du rêve. Donc voilà. Hein, donc il faudra bien adapter. Vous risquez d'avoir des questions. Enfin, c'est pas un risque, hein, mais justement C'était aussi, à justement la partir du moment question où que je voulais aborder, les questions. Quelles sont les questions auxquelles ils peuvent s'attendre, même si évidemment les heures n'ont pas encore eu lieu? ouais, justement, en parlant de différenciation, un petit peu, la première qui vient à l'idée, c'est un grand classique qui se rapporte comment dire, la composition des groupes de travail. Comment est-ce que vous composez vos groupes? Est-ce qu'il s'agit d'enfants de niveau homogène, de niveau hétérogène, etc. Hein, donc, j'ai pas, ça sera à vous de répondre. Hein, après, le choix, il fait partie de vos options pédagogiques. Hein. Des questions, Daniel, on en avait quelques-unes. Hein, Oui, L'évaluation, vous disiez? on a listé quelques-unes, mais ça nécessite, le problème c'est que ça nécessite quand même pas mal Mais sans de donner les réponses, développement. peut-être juste Non, qu'ils aient non, un peu mais les idées sur le alors, ton possible. par exemple, nous, on a imaginé que le jury pourrait poser des questions sur les prérequis en numération et quel matériel on peut utiliser pour aider les élèves qui sont en difficulté avec ces problèmes de position qui sont liés à la numération. Un premier type de question. Un deuxième type de question, c'est quels sont l'intérêt et les limites de l'addition à trous. Donc, ça est une question qui peut paraître un peu à côté de la plaque, mais non, parce que dans la progression pour la soustraction, la question de la place de l'addition à trous, c'est important, donc il faut savoir répondre à ça. Pourquoi, selon vous, soustraire est moins accessible aux élèves qu'additionner? Là aussi, c'est pareil, il faut avoir une connaissance didactique du fait que dans la progression, connaître un peu l'histoire même de la place de l'addition et de la soustraction au CP, comment on s'y prend à l'heure actuelle, comment on s'y est pris auparavant. Enfin, il y a plein de choses à développer là-dessus. Et ensuite, on avait mis comment pensez-vous pouvoir motiver les élèves pour résoudre le premier problème. C'est effectivement un axe important, c'est la question de la motivation des élèves à résoudre un problème. Il y a plein de réponses à ça, parce que ça dépend du climat de classe, ça dépend comment on s'y prend, etc. C'est vrai que quelquefois, débarquer dans une classe avec un problème de timbre alors qu'on n'a jamais parlé de timbre auparavant, ça paraît complètement incongru. Si
on est dans, je sais pas quoi, une démarche de projet autour d'une collection de timbres, eh bien, le problème là sera vraiment bienvenu et peut-être que les élèves seront plus à même de s'investir dans la résolution du problème. Voilà, donc c'est ce type de questions d'ordre didactique et pédagogique auxquelles on peut s'attendre. Ce qui est important en termes de synthèse, hein, c'est de comprendre la démarche générale que nous avons mise en œuvre. Donc, on part du calcul mental pour réinvestir les prérequis. Ensuite, on pose un problème, et donc la tâche assignée aux élèves, c'est la résolution d'un problème. Comment? Eh bien, par la manipulation, c'est-à-dire qu'on a imaginé un matériel qui soit moins dangereux que celui qui est présenté dans le manuel, mais qui permet aux élèves de résoudre une situation qu'on pourrait appeler ici une situation problème, d'accord, avec le fait que nécessairement pour résoudre ce problème, il va falloir ouvrir une enveloppe, casser une enveloppe pour pouvoir opérer le retrait qui est celui de la soustraction, d'accord. Ensuite, une fois que cette phase de manipulation a été faite, on passera à une phase de modélisation, c'est-à-dire que le problème donnera lieu à une écriture et que ensuite on expliquera comme c'est fait dans le manuel aux élèves. On transcrira ou on modélisera, encore une fois, la manipulation que nous avons faite par une écriture mathématique. Et donc, cette écriture mathématique devra prendre son sens dans un langage d'évocation pour les élèves. Ils ont vécu quelque chose et ils le voient écrit d'une certaine manière qui est très synthétique, hein, c'est le propre des mathématiques. Et ceci, donc, donne une première opération qui est faite. On généralise, on institutionnalise et on voit si ensuite les élèves ont saisi ce qu'on a voulu leur apprendre ou leur amener comme compétences nouvelles au travers de cette activité, synthétiquement. Merci beaucoup Daniel et Claude. Le temps passe et je voudrais poser une dernière question qui, je pense, va intéresser tous nos auditeurs et qu'on pose à chaque fois pour ces webconférences spéciales CRPE. C'est quels sont vos conseils, trucs, astuces, ce qu'il faut impérativement faire, ce qu'il faut impérativement ne pas faire le jour J, préparation et exposé. Vos conseils. Vous en avez trop. Il y en a beaucoup parce qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été dites et puis c'est vrai que ça peut faire bouillonner un peu dans les têtes et on le comprend bien. Hein. Moi, je dirais comme conseil de ne rien oublier de toutes les priorités dont on a parlé, auxquelles il faudra penser absolument. On n'a peut-être pas assez parlé aussi du matériel à prévoir et des supports qu'on va prévoir aussi pour sa séance. Mais il y a un certain nombre d'incontournables dont on a déjà parlé, qu'on trouve aussi qu'on trouvera dans le manuel et auxquels il faudra penser. Daniel, est-ce que vous voulez compléter? Juste un petit conseil qui peut paraître incongru, mais j'ai vu quelquefois des gens qui étaient mal ressentis par les jurys parce que, alors, soit trop enfermés dans certaines certitudes. Je crois qu'il faut arriver le jour de l'oral avec un certain nombre de certitudes parce qu'on a travaillé, donc il faut montrer un peu d'assurance. Il faut montrer qu'on n'est plus simplement une mère d'élèves, mais qu'on est en train de passer l'autre côté de la barrière et qu'on a un vocabulaire approprié, on commence à connaître des choses du métier. Donc, une certaine assurance, mais surtout pas d'arrogance. Parce que chez certains candidats, on voit ça. Ouais, moi, je sais, ou bon, voilà. Et puis, ça, c'est souvent très, très mal vécu par les jurys. Il faut entrer en dialogue en essayant de se mettre dans une position d'égal à égal, peut-être, hein, enfin bon, mais pas de surplomb, en tout cas, par rapport au jury, une position d'humilité, mais en étant en même temps affirmatif et en commençant, parce que vous êtes vraiment à l'étape du commencement, d'affirmer vos choix. Et peut-être parce que c'est une discussion que nous avions eue précédemment, rappeler que l'expression doit être claire, les mots choisis. Ça, je l'ai dit. On n'aura pas de problématique d'orthographe puisqu'on est à l'oral, mais en tout cas, on évite de faire
des fautes d'accord de français en s'exprimant. On rappelle aussi une tenue de circonstances parce que ça n'a pas toujours été le cas et une attitude, vous disiez aussi, dynamique. On s'adresse au jury, on le regarde dans les yeux, on n'est pas ou fuyant ou avec une voix qu'on entend à peine. Voilà, il faut aussi affirmer sa personnalité. Oui, oui. Je crois que nous pouvons d'abord vous remercier pour votre intervention, Claude et Daniel. On peut leur souhaiter bon courage parce qu'ils n'ont pas encore les résultats. Il en Ils doivent faut. pourtant se préparer aux épreuves d'admission. On les espère maintenant armés, outillés pour cette dernière ligne droite et on aura le plaisir peut-être, on l'espère, de les retrouver comme enseignants de l'année prochaine et on vous invitera aussi sur la communauté Léa.fr à travailler avec nous. Voilà, on vous remercie tous pour votre attention, vos commentaires très riches, tous les remerciements que vous avez publiés sur le chat, ça fait plaisir. Et encore merci à Claude et Daniel pour toutes ces explications. Juste un dernier mot. Merci pour cette mise en réseau. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui va prendre beaucoup de place dans la pratique enseignante. L'enseignant n'est plus seul dans sa classe, dans son école. Il a un grand réseau à sa disposition qui va lui permettre de plus en plus, via Internet, des échanges, etc., des discussions. Et ça, c'est vraiment pas mal. Merci Daniel. Un grand merci à vous deux. Bonne soirée et bon courage à vous tous. Bonne soirée à tous et bonne chance. Bonne soirée. Épreuve orale. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.